Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Désormais, l'émission Grand Oral prendra place dans votre grille de programme durant cette nouvelle année qui arrive, l'année 2018. Mais déjà, pour cette fin d'année 2017, nous avons décidé, nous nous sommes proposés de vous diffuser des programmes spéciaux, 2 émissions spéciales avec plusieurs personnalités représentant plusieurs tendances sociopolitiques de la République démocratique du Congo pour parler de l'actualité. Grand Oral parlera de l'actualité brûlante en RDC, mais également des projets de société des différentes familles politiques. Pour ce mois de décembre, le premier rendez-vous spécial va vous présenter 2 desks principaux. Il s'agira du desk sur les droits humains, la sécurité et de la justice et un desk éminemment politique où on parlera essentiellement des questions électorales. Mais avant de vous présenter les différentes personnalités qui sont ici avec nous aujourd'hui, j'aimerais remercier d'abord le cadre qui nous reçoit, la Perle de Sainte-Anne, qui est un partenaire privilégié, le public que vous allez voir ici, qui a accepté de nous accompagner pour ce premier programme, mais aussi mon éminente consoeur, Élisée Odia, qui va avec moi présenter ce nouveau programme. Bienvenue donc dans le Grand Oral 2017. Bonjour Élisée Odia. C'est un plaisir de présenter avec toi ce premier programme. Le Grand Oral 2017 voit le jour aujourd'hui. Et ce sera pour un programme riche en actualité parce que nous avons 2 panels et d'éminentes personnalités ce soir. À notre gauche, nous avons le panel politique avec d'éminentes personnalités qui ne sont même plus à présenter. Nous avons le vice-ministre honoraire des Finances, Tarsis Loseke, qui est là aujourd'hui pour le compte de l'UDPS, on dirait Bruno Tibal à l'aile du Premier ministre, où il a été d'ailleurs, on dirait, nommé récemment président de l'UDPS. On va en savoir un peu plus. À ses côtés, nous avons une dame, le genre est au rendez-vous, l'honorable Geneviève Inagossi, qui est députée nationale de la majorité présidentielle, est également parmi nous. Et nous avons pour le compte du G7, l'honorable Arc Hubert Tetika, soyez les bienvenus. Et de l'autre côté, nous aurons le desk droits humains, sécurité et justice avec à l'extrême Chivis Chivwadi, qui est secrétaire général de l'ONG Journalistes en danger, que beaucoup connaissent déjà. Nous avons le vice-ministre de l'Intérieur qui va nous parler des questions qui ont vraiment émaillé cette année 2017 dans ce secteur-là. Il s'agit de Basile Olongo et nous avons Georges Kapriamba qui est président de la CAGE qui va également nous parler du secteur de la justice. Je vous souhaite la bienvenue dans ce Grand Oral 2017 et on va commencer, Élisée Odia, par le desk des droits humains. Dans un premier temps, je voulais remercier tout le monde, tous ceux qui ont voulu s'associer avec nous dans le cadre de cet exercice démocratique, mais également républicain, où on va essayer vraiment d'échanger en toute responsabilité pour l'avenir du Congo, pour le devenir du Congo, comment changer les choses, comment changer la donne. Et dans un premier temps, c'est vraiment ce que je voulais dire. Merci à vous d'avoir répondu présent pour ce premier numéro, pour ce premier rendez-vous de Grand Oral. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je commence par le vice-ministre de l'Intérieur, parce que l'actualité en 2017 a été éminemment sécuritaire. On peut le dire, ça fait 20 ans que ça dure, l'insécurité, surtout dans la partie Est. Mais curieusement, cette année, 2017, d'ailleurs depuis 2016, l'insécurité avait un peu gagné le centre de la République avec notamment le phénomène Kamwina Sapu. Et du reste, votre ministère a eu à organiser un forum sur la paix et la réconciliation dans cette partie du pays. Alors déjà, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est avec les résolutions issues du forum sur la paix et la réconciliation dans l'espace kassaïen. Depuis notre arrivée à l'époque du Premier ministre Sami Badibanga, nous avons beaucoup plus privilégié le dialogue, les échanges. Et c'est par cette procédure-là que nous sommes arrivés à mettre fin à ces phénomènes Kamwina Sapu. Nous sommes mis d'accord, on a enterré la hache de guerre. Tous les chefs qui étaient impliqués dans ce système ont dit qu'ils ne feront plus ça, verser le sang des Congolais. Mais, parmi ceux qui sont passés pour demander pardon à la population kassaïenne, à la population congolaise, il y a 2 ou 3 qui étaient en fuite
en brousse. Je pense que vous êtes très bien informé parce que vous êtes journaliste. Ça fait 2 jours. Ça fait des jours que Kassongo Moïse, Kassongo Moulé est réapparu. Il est réapparu à Mouika. Je pense ceux qui suivent pour ne pas crier après des violations des droits de l'homme ont suivi que hier et avant-hier, Kassongo Munganga a éventré 2 femmes et que la police est à la recherche pour mettre la main sur lui. Quelles sont les résolutions qui ont été prises? On a vu qu'il fallait reconstruire, en tout cas, les 5 provinces concernées. Il y a eu pas mal de destructions. Tissu social complètement détruit. Ben, nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train de travailler. Là où il n'y avait pas d'école, certaines écoles sont en train d'être reconstruites. Des hôpitaux, on les fait. Les populations qui avaient fui ces atrocités sont en train de regagner les villages et les villes. Ça, c'est par rapport au phénomène Kamwina Sapou. Ceux qui ont été arrêtés, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive à gratifier ceux qui commettent des actes pareils, sont en train d'être jugés, que ce soit ici, à Kinshasa, que ce soit dans l'espace kassaïen. La justice est en train de faire son travail. Alors, Georges Kapiamba, j'aimerais bien que vous puissiez commenter, mais sinon, une question avant. Basile Olongo, est-ce que ces questions de gestion coutumière, par exemple, tous ces conflits, parce qu'on l'a vu quelques mois auparavant, par exemple, dans la province de l'Équateur, est-ce qu'il n'y a pas des contingences politiques dans tout ça, des manipulations politiques, les morts, vous citez les morts ici, un mort reste un mort, quelle que soit son origine, son appartenance, que ça soit du côté des rebelles ou des autres, ils sont tous congolais, citoyens de la République. Comment est-ce que c'est géré? Est-ce qu'il n'y a pas abus de force de la part du pouvoir en place? On doit reconnaître que bien avant, il n'y avait pas beaucoup de textes qui réglementaient comme il se devait ce secteur-là de pouvoir coutumier. Pourquoi? Parce que il y a des chefs de secteur ou des chefs coutumiers qui étaient proposés par nos politiques au lieu de suivre la procédure normale. Est-ce que ça a pris fin? Parce que ça a pris fin avec le changement de Kamwina Nsapu, certains pensent qu'il y a une main politicienne derrière. Ça a pris fin parce que parmi les résolutions prises au niveau déjà du ministère des Affaires coutumières, il y a des arrêtés et il y a une procédure actuellement qu'il faudra suivre. Les problèmes de succession, tout ça, ça ne doit pas se régler à Kinshasa. Non, ça doit se régler là, au village. Là, sur place, il y a les conseils qui sont créés à partir du village et même doivent régler. Et ça remonte jusqu'au niveau de l'autorité politico-administrative. Et là, déjà, ça fait partie des résolutions et des dispositions arrêtées lors de ce forum. Donc, d'un côté, c'est pas seulement de l'autre côté, chez les Bajila Kassanga. C'est un peu partout, on trouvait les gens en train de bousculer tout ça pour que tel soit chef, etc. Georges Kapiamba, est-ce que vous pouvez renchérir sur la question? Vous avez suivi le vice-ministre au sujet de cette affaire Kamwina Nsapu. Il y a à boire, à manger, au sujet notamment de la justice même, telle qu'elle a été dite, telle qu'elle est encore en train d'être dite, et même surtout ce qui s'est passé sur le plan sécurité. Je commence d'abord par vous remercier sincèrement pour ces grands orales auxquels vous avez pensé nous associer et ainsi échanger en tant que compatriotes, à côté des autres compatriotes qui ont la charge de l'État, afin de donner notre point de vue de la manière dont notre État est géré par ceux à qui nous avons confié effectivement cette gestion. Je voudrais rappeler, ça c'est connu de nous tous, pour vous et nous qui avions été à l'université, nous savons qu'un État est constitué d'un gouvernement, des citoyens d'abord, les peuples, les territoires, mais d'un gouvernement. Quelle est la mission d'un gouvernement? C'est comme dans tous les États modernes actuellement, le gouvernement a comme mission principale de gérer l'espace de l'État. La gestion de l'espace doit se faire non seulement conformément à sa propre politique, mais aussi en fonction des engagements internationaux que l'État a souscrits. Et parmi ces engagements, il y a tout ce qu'il y a comme
instruments juridiques internationaux adoptés dans le cadre des Nations Unies. Il n'y a pas que seulement les Nations Unies, mais il y a d'autres organisations internationales auxquelles notre pays fait partie. Et parmi ces instruments, il y en a qui font obligation à tout gouvernement responsable d'inscrire dans sa politique de la gestion de l'État, des citoyens, de leurs biens, leur protection, donc la protection des personnes et de leurs biens comme la mission principale. Et pour arriver à cela, l'État doit se doter de moyens tels que la police, les forces armées et les autres services. Et lorsque vous mettez tout cela en place, comme c'est le cas de la République démocratique du Congo, le gouvernement doit être sûr, doit s'assurer que ces services fonctionnent normalement. Et lorsqu'il y a des plaintes de la part des citoyens, quelle que soit sa situation, même des pauvres, le gouvernement doit les examiner et y réserver une suite. Mais quelle est la situation? Selon notre analyse, nous qui travaillons dans les associations, les mouvements des droits de l'homme, principalement des droits de l'homme, nous avons constaté que s'il faut prendre seulement la question de l'insécurité, elle est devenue comme une situation normale pour les citoyens congolais. Vous allez vous rappeler que ça va faire bientôt plus de 23 ans que nous avons dans notre pays la MONUSCO pour appuyer notre pays afin de rétablir, de protéger les personnes et de leurs biens. En d'autres termes, notre gouvernement n'a pas fait preuve de capacité à accomplir cette mission. Donc il y a des efforts à faire et je crois que le vice-ministre devra aussi reconnaître cet état des choses. Deuxièmement, l'insécurité, votre confrère a posé la question de savoir, mais comment expliquer qu'aujourd'hui l'insécurité puisse se propager à travers toute la République? Et c'est vrai, nous sommes tous étonnés de constater que notre pays est envahi par l'insécurité. Et comment sommes-nous arrivés à ça? Nous sommes arrivés à ça, c'est parce qu'il y a un phénomène important qu'il faut mentionner. C'est d'abord l'impunité. L'impunité est à la base de cette situation, sans oublier aussi le fait que la faiblesse même de la gestion de l'État. Parce que gérer l'État, c'est ne pas être tout simplement un gouvernement de 50 personnes à Kinshasa, établi à Kinshasa avec des éléments de la police qui se trouveraient à un nombre, si c'est 80 000 et des forces de sécurité, nous savons... Kapiamba, il faut reconnaître que la République démocratique du Congo, c'est un contexte quand même assez particulier, un pays immense, et il faut reconnaître les efforts sans peindre tout en noir. Oui, mais les efforts quand même pendant plus de 20 ans, qu'on aurait fournis sans qu'on soit arrivé à maîtriser la protection des personnes et de leurs biens, il y a un problème. Les efforts, on va les attendre pendant combien d'années? Il faut qu'on résolve cette question parce que maintenant, entre-temps, nous avons des casques bleus qui sont tués sur notre territoire pour nous apporter leur appui et c'est inacceptable. Alors, s'il faut revenir à la question de Kamwina Nsapu, j'ai dit que c'est l'un des phénomènes d'insécurité dans notre pays parce que ça a gagné la partie centre de notre pays. Et même Kinshasa. Et ça arrivait même jusqu'à Kinshasa. Il pourrait que c'est jusqu'à Kinshasa. Nous attendons au moins la suite du procès pour savoir si les gens qui sont accusés comme Kamwina Nsapu le sont effectivement. Donc là, nous nous réservons. Mais comment ça a été géré? Rappelez-vous que c'est depuis le mois de juin, juillet, août, que ces phénomènes, les tueries ont commencé. Qu'est-ce que nous avons fait en tant que citoyens voulant participer? Nous avons écrit au gouvernement pour les alerter en disant il y a des exactions graves qui se commettent dans cette province. Qu'est-ce que vous devez faire? Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est une bonne chose, mais rapidement il faut enquêter. Parce que selon les informations à notre possession, il paraît que certains responsables, plus hauts responsables politiques, seraient impliqués dans cette situation. Parce que si vous vous limitez tout simplement à recourir aux forces pour mater les citoyens, ces gens-là, vous n'allez pas résoudre la situation. Ces appels n'ont pas été écoutés. Ils ont ces courriers. Nous avons fait des communiqués, des points de presse. Nous avons rencontré certains d'entre eux, on ne nous a pas écoutés. Jusqu'à ce qu'on a finalement organisé ces forums plus de 3-4 mois après.
Et d'ailleurs, là, nous devons aussi avoir le courage de reprocher les gouvernements. Pourquoi avoir choisi d'organiser ces forums plus de 5 mois tout simplement après? Avoir pensé organiser les dialogues plusieurs mois après qu'on ait tué des citoyens, des femmes aient été éventrées, chassées de leur milieu de vie. C'est un problème aussi de gestion de l'État. Enfin, je voudrais terminer par la question, vous avez posé la question de savoir si ce qui était fait était suffisant. Nous disons non, c'est insuffisant. Parce que lorsque on pense avoir résolu une question comme celle-là par un forum qui a débouché sur des résolutions qui ne sont pas toutes mises en œuvre. Si je prends l'une des résolutions, c'était d'apporter l'assistance humanitaire aux personnes qui ont dû quitter leur milieu de vie. J'aimerais que les vice-ministres nous disent avec son collègue qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine. Parce que selon nos informations, il y a encore beaucoup de femmes et des enfants. Vous avez suivi les rapports de l'UNICEF 400 000. Qui parle de 400 000 enfants. Des enfants aujourd'hui qui ne savent pas manger, avoir ne fût-ce qu'un seul repas par jour et qui sont menacés même de mourir tous si rien n'est fait. Donc là, nous pensons qu'il y a un problème sérieux de gestion de l'État. Et enfin, en ce qui concerne la sécurité, l'utilisation des forces de manière excessive. Mais le gouvernement doit prendre conscience. Il ne suffit pas de faire acheter par les moyens collectés des contribuables congolais, acheter les armes, vous donner aux policiers, aux militaires, ils tirent de manière indiscriminée et vous couvrez ça. Face à des gens qui éventrent les femmes, face à des gens qui égorgent les uns et les autres, quel autre moyen le gouvernement devrait utiliser? Non, mais j'ai aimé lorsque le vice-ministre a évoqué les derniers cas dont nous sommes aussi au courant de Kakenge, qui est un territoire situé à plus de 125 km de Kananga, où il y a eu le monsieur soi-disant Moulé, qui serait ressorti avec un groupe de gens. Ils se seraient attaqués aux citoyens et ils ont éventré. Est-ce que ce qui s'était fait à l'époque, même s'il y a eu effectivement des tueries, lorsque vous avez déjà entre vos mains des gens maîtrisés et que vous utilisez les gens maîtrisés parce qu'ils étaient par terre, vous avez regardé les vidéos qui ont circulé, et vous utilisez les munitions avec les armes de l'État pour achever ces gens, alors que ces gens-là, au regard de la Constitution, que tous les Congolais nous avons adopté, dit que toute personne, quelle que soit la gravité des faits, doit être considérée comme innocente jusqu'à ce que la dernière décision de sa condamnation intervienne. Ce qui a été fait, nous devons reconnaître que c'est inacceptable. Autant nous voulons bâtir un État moderne où chacun doit respecter la vie humaine, comme c'est prévu par l'article 16, mais autant nous, l'État, dans nos interventions, nous devons déjà être exemplaires. Lorsqu'il y a des agents qui débordent, ces agents doivent être aussi faire l'objet d'enquêtes sanctionnées parce qu'il y a eu des dérapages. Aujourd'hui, le journaliste congolais est encore en danger par rapport à la recherche de l'information, par rapport à l'exercice même de sa profession. Et justement, puisque le vice-ministre est à vos côtés, les services de sécurité sont parmi les premiers indexés aujourd'hui dans ces questions de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous avez publié un rapport récemment. En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà, je vous remercie aussi de m'avoir invité à cette émission et donc de me donner l'occasion de pouvoir parler de ce droit humain qui est aussi un des droits humains les plus importants, la liberté de l'information. Et vous avez entendu en fait tout ce qui s'est dit aussi bien sur le phénomène Kamwina Nsapu que sur l'insécurité généralisée. Vous sentez bien qu'en fait on n'a pas la bonne information pour savoir en fait quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe réellement. Mais cela dit, vous savez que la situation des droits humains de manière générale, et particulièrement en ce qui concerne l'information ou la liberté de la presse, est généralement liée au contexte général d'un pays, au contexte politique et sécuritaire d'un pays. Des pays qui connaissent la guerre, les conflits armés, comme on vient de le dire,
ceux qui traversent des processus démocratiques plus ou moins chaotiques, comme chez nous aujourd'hui, sont considérés comme des zones rouges pour les journalistes et pour les médias. Si les journalistes dans ce contexte ne sont pas tués, carrément, ils subissent plusieurs exactions. Vous avez parlé du rapport que nous avons rendu public récemment. Ce rapport répertorie beaucoup de cas de violences physiques, je vais dire même des violences policières qui ont été commises sur les journalistes. Et je vous dis que quand j'entends le ministre dire que le gouvernement a pour mission de sécuriser les personnes et les biens, je rigole parce que 80%, pour ne pas dire plus, des violences qu'ont subi les journalistes cette année sont le fait justement. Est-ce que les journalistes ne sont pas finalement une catégorie à part et qui abusent un peu, qui fourrent le nez là où il ne faut pas? Excusez-moi, vous m'avez posé une question, laissez-moi terminer mon Allez-y. raisonnement. J'ai dit plus de 90% aujourd'hui des cas de violence contre les journalistes sont le fait du gouvernement à travers ses services de sécurité, soit la police, soit l'armée, soit l'ANR, aujourd'hui. Et nous dénonçons justement le fait que ces personnes identifiables qui s'en prennent aux médias n'ont jamais été inquiétées. Je voudrais, parce qu'il est là. Est-ce que les journalistes ne touchent pas un peu à ce côté stratégique de la sécurité? Attendez, quand, je vous donne un cas le plus récent, quand un vice-premier ministre, je crois que c'est son chef hiérarchique, envoie un commando armé la nuit pour aller saccager un média. Ça s'est passé dans ce pays il y a quelques jours. La radio-télévision Kindomaniema appartenant au sénateur Ngongolo a été pillée, saccagée par des hommes envoyés par le vice-premier ministre. Tout simplement parce qu'on a diffusé quelque chose qui ne lui a pas plu ou un auditeur l'a accusé de corruption. Un vice-premier ministre peut agir de la sorte et il est au moins sûr que rien ne lui arrivera. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Mais ce que nous disons aujourd'hui par rapport à la question des violences contre les journalistes, c'est que quand vous mettez ensemble tous ces cas, il y en a beaucoup. Des cas de journalistes qui sont menacés, agressés, qui sont battus, des médias qui sont fermés, pillés, saccagés. Nous disons qu'il ne s'agit pas des incidents, il ne s'agit pas des bavures policières. Tout cela fait partie d'un système de répression qui a été mis en place, qui est planifié, qui est pensé, qui est assumé par les services de sécurité. Est-ce que ça laisse entrevoir un peu ce qui pourrait se passer en 2018, dans le but non seulement d'empêcher les journalistes de faire correctement le travail, mais justement d'empêcher que les journalistes soient des témoins gênants d'une certaine dérive qui est en train de se constater dans ce pays-là. Vous parlez des élections. Aujourd'hui, vous savez, avec la crise, la tension politique qu'il y a, aujourd'hui, il n'est pas possible pour un journaliste de sortir une caméra. Chaque fois qu'il y a des manifestations de l'opposition dans la rue, les journalistes deviennent des cibles des services de sécurité. On arrache les matériels, on efface les images, parce que justement, on ne veut pas que les journalistes soient là, les témoins qu'ils voient, qu'ils puissent filmer les dérives, les exactions, les violations graves des droits de l'homme qui sont commises justement par les services de sécurité. Notamment sur base du rapport qui a été publié, est-ce que vous n'avez... D'ailleurs, la question vaut également pour les ONG. C'est comme si les ONG n'ont qu'un seul son de cloche. Dans vos rapports, on peut dire pour GED, oui, c'est bien un journaliste en danger, vous vous focalisez sur le journaliste, mais est-ce que vous approchez l'autre partie pour essayer d'insérer leur point de vue ou ce qu'ils en pensent par rapport à ça? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'on a l'impression que dans vos différents rapports, il n'y a qu'un seul son de cloche qui prime. Non, mais attends, en tout cas, en ce qui concerne le rapport que nous publions, c'est un rapport qui documente des faits, qui donne des noms, qui donne des dates, des lieux où se commettent ces violations. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui se sont insurgés. Hein. On a vu le cas de la SONAS. La dame avait vraiment tous les moyens. Moi, je comprends parfaitement que des personnes qui sont indexées dans ce genre de rapport puissent chercher à se défendre ou à se justifier. Maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce que oui ou non, ce cas s'est passé. Oui ou non, la dame de la SONAS a fait arrêter un journaliste pendant 8 mois, sans jugement. Et surtout que le journaliste a reconnu son tort. Pourquoi insérer ça dans un rapport? Non, le journaliste est là. Vous savez dans quelles conditions on a fait écrire à ce journaliste qui demande pardon? C'était pendant qu'il était en prison. Et aujourd'hui, je ne sais pas vous dire où se trouve ce journaliste. Mais justement, là, c'est le son, c'est la version du journaliste qui vous dit que voilà, j'ai été contraint de faire cela. Est-ce qu'il ne fallait pas, peut-être serait mieux, quand vous avez ce type de rapport, d'essayer de confronter? C'est peut-être l'occasion de demander où en est-on avec la dépénalisation des crimes. D'abord, moi, ça ne m'étonne pas. Moi, je ne connais pas un seul rapport qui a été publié dans ce pays, que ce soit par les ONG ou même par les Nations Unies qui aient été acceptées. Généralement, ici, le premier réflexe, c'est de dire
On rejette ce rapport. C'est un rapport des ONG qui sont financés Ça par incrimine une pour partie, déstabiliser. c'est normal. Mais, on ne laisse pas l'autre mais s'exprimer. le fait qu'ils sont, c'est-à-dire, on ne conteste pas les faits qui sont contenus dans nos rapports. Mais on prend des raccourcis simplement pour dire que non, voilà, ils sont financés par l'étranger. Mais nous, on ne peut pas rougir d'être financés par l'extérieur. Au contraire, ce sont nos gouvernements qui devaient avoir honte de voir que nous, qui travaillons effectivement pour l'intérêt du Congo, pour les Congolais, que nous soyons financés avec l'argent de contribuables américains ou français et tout ça. Ça, c'est eux qui devaient avoir honte et pas nous rougir de ça. Où en est-on avec la dépénalisation des faits commis par les journalistes? Vous aviez entrepris cette démarche. Est-ce qu'aujourd'hui, votre voix est entendue par rapport à ça? Ouais, mais les journalistes vont encore en prison par rapport à leurs écrits. La dépénalisation, c'est un des critères au travers lesquels on peut juger du niveau de la liberté de la presse dans un pays. Et aujourd'hui, dans ce pays ici, la RDC est classée 154e pays sur 180 au monde où on ne respecte pas la liberté de la presse. Bien entendu, ce n'est pas un pays comme celui-là qui est considéré comme un des prédateurs de la liberté de la presse où on peut attendre que les délits de presse soient dépénalisés, bien au contraire. Aujourd'hui, vous savez, on parle de détournement, on parle d'insécurité, mais la loi qui existe aujourd'hui ne permet même pas aux journalistes de pouvoir dénoncer des cas de détournement ou de corruption. Le journaliste qui le fait, il est condamné à être emprisonné parce que simplement une législation qui est unique, qui est en place, qui date de l'époque de la dictature, mais qu'on ne veut pas changer justement, autorise que des magistrats puissent condamner des journalistes lorsqu'ils dénoncent des cas de corruption et de détournement. Merci Chivoadi. Georges Kapiama, vous avez 30 secondes avant que le ministre puisse conclure. Exact. Merci beaucoup. C'est pour intervenir sur 2 points. Le premier point, je crois qu'on est passé trop vite par rapport à l'organisation des élections dans des provinces. Je crois que nous pourrons peut-être y revenir avec les ministres. C'est toujours dans cette gestion de l'État. Lorsque vous, les gouvernements, vous violez la Constitution, notamment les pouvoirs, les attributions d'une des institutions importantes comme la Cour constitutionnelle, vous affaiblissez non seulement votre propre autorité, mais vous affaiblissez l'État et vous provoquez des violences. C'est une des formes de violence que vous exercez dans l'État. Deuxième chose, en ce qui concerne les forces de sécurité, nous ne sommes pas d'accord avec ce que les gens qui se réclament de Kamwena Sapou font. Nous avons condamné ce qui vient de se passer à Kakenge, mais nous disons que nos forces doivent être professionnelles. Être professionnel, ça veut dire que nos éléments sont formés de manière à savoir comment maîtriser quelqu'un qui vient d'éventrer une femme. Pourquoi? Parce que en achevant la vie de cette personne, la justice ne saura plus faire son travail. Donc les forces de sécurité ne sont pas là seulement pour tuer de manière systématique, mais c'est de maîtriser les auteurs pour qu'ils soient déférés devant la justice et que la justice soit rendue et que les familles des victimes sachent pourquoi ces personnes ont agi de la sorte. Mais ce qui n'a pas été condamné par le gouvernement, vous avez vu les vidéos, des gens couchés déjà par terre, donc des gens désarmés. On prend les armes et les munitions du contribuable congolais, on tire sur des gens comme ça. Mais le vice-ministre, c'est que la RDC a signé des conventions qui interdisent. Ça, ce sont des crimes graves qu'il faut condamner. Vice-ministre de l'Intérieur, de réagir et de conclure pour ce desk concernant le secteur de l'Intérieur et de la Justice. Monsieur Basile Longo, vous avez 2 minutes. Ça va vous suffire pour conclure? Je commence par là où a terminé Georges tout à l'heure. Vous avez suivi vous-même que, à ce qui concerne la manière de procéder de notre police, il est tout à fait d'accord avec moi. Et sinon, une nouvelle technique qu'il propose à la police, face aux personnes armées, aux bandits, aux terroristes, il faut utiliser des techniques. Il faut les maîtriser. Utiliser les judo et les karatés pour les maîtriser. Face à un homme qui a éventré une femme avec l'arme, la police doit être professionnelle pour les maîtriser. Il y a aussi un comportement que les journalistes doivent afficher. D'autres sujets. Ne prenons pas de mauvais exemples, mais je suis obligé de citer quand même. Nous avons vu ce qui s'est passé en Turquie. On a vu ce qui s'est passé en Turquie. Ce qui s'est passé en Turquie, c'est ce que les gens répètent chaque jour ici. Ce n'est pas un exemple de démocratie. Oui, j'ai dit, ce n'est pas un exemple démocratique. Mais regardez combien d'arrestations il y a eu. Mais ici,
malgré, on le répète chaque jour. C'est chaque jour qu'on répète que les gens disent non, nous devons nous soulever pour aller chasser le président Kabila. Quand bien même... Quand même en République démocratique du Congo. Non, oui, je reviens. Quand bien même... la liberté, la fondamentale est reconnue, quand bien même M. Georges a signé cet accord pour dire que le président Kabila reste, il a signé, lui il a signé, reste, mais on envoie des gens pour aller le faire partir. Il a signé, il est là, il a signé pour dire qu'il reste jusqu'à ce qu'on ait un nouveau président. Mais les gens sont dans la rue, ils descendent. Mais la presse... pardon, c'est la question qui dérange le plus. Quand on cite le nom du chef de l'État, ça c'est... Non, non. Ça autorise les morts de journalistes. Non, j'arrive parce que, vous voyez, le rapport, les comportements des journalistes et les rapports même des GED et des autres ONG, vous avez suivi avec moi ici. C'est le péché ultime. Non, suivez. Je vous ai vu ici estomaqué lorsque le président des GED affirme haut et fort, sans preuve, que le vice-premier ministre a ordonné, a envoyé un commando pour aller saccager. A-t-il de preuves? Ce sont des choses comme ça qui sont dans le rapport. Les faits en soi, on va vous donner la parole. Le fait en soi, si on a saccagé, les faits sont réels. On a saccagé, tout ça. Mais a-t-il de preuves? Était-il là quand le vice-premier ministre ordonnait à ces gens, leur donner des moyens pour aller le faire? Le ministre l'a-t-il contredit? J'en arrive. Ce sont des dénonciations calomnieuses qui chaque fois se retrouvent dans les rapports. Les faits sont là, mais on les habille autrement. C'est pourquoi chaque fois on rejette les rapports. Il devrait se poser la question de savoir pourquoi ces rapports sont chaque fois rejetés. C'est parce qu'on les habille, on les maquille très mal. Des choses comme ça, ce sont des choses graves. Parce que l'homme ne gire que par son honneur. Lorsque vous faites des déclarations comme ça, vous n'avez pas de preuves. Il a droit de se plaindre et dire oui, Maniema, c'est mon fief, prouvez-moi que c'est moi. Et lorsque vous n'avez pas de preuves, vous êtes un citoyen congolais comme tout citoyen. Pour diffamation, on peut vous poursuivre. Nous allons passer au desk politique. Nous allons parler essentiellement des questions électorales. On l'a dit, quid de la loi électorale. On a vu les débats étaient... au sein du Parlement, se sont déroulés au sein du Parlement tous ces derniers jours, les conséquences politiques de l'accord du 31 décembre. L'année 2018 qui arrive est éminemment électorale. On attend que va-t-il se passer. On voit que le débat, les concertations, on pourrait le dire, deviennent assez difficiles entre les différentes tendances. Mais aujourd'hui, nous avons réussi à réunir quand même la majorité présidentielle qui est parmi nous, le G7, et nous avons l'UDPS, Premier ministre Bruno Tshibala, avec Tarcisse Loseke. Nous essayerons d'avoir les différents sons de cloche et puis faire un tour d'horizon, puisqu'ici on parle également projet de société. Est-ce qu'on va continuer? On a eu les 5 chantiers, on a eu la révolution de la modernité. Va-t-on continuer sur cette lancée? La majorité présidentielle a-t-elle des arguments pour les prochaines élections? J'en profite pour saluer la présence dans le public de l'ancien conseiller du chef de l'État en matière d'infrastructure, Kimbembe, qui pourra peut-être intervenir sur la question. Je vais commencer par Tarcisse Loseke. Je vous félicite déjà. Vous avez été, je dirais, nommé après l'élection de Bruno Tshibala. C'est à vous qu'il a remis le bâton de commandement de l'aile UDPS. Comment on l'appelle déjà? UDPS Tshibala? Ça fait polémique. Que doit-on dire à ce sujet? Je voudrais d'abord, Gaël et Élisée, vous remercier de cette invitation. La matière est abondante. Je ne sais pas si on va y arriver, mais nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes. Je vous remercie aussi pour les félicitations que vous venez de m'adresser. Vous avez utilisé beaucoup de mots inappropriés. Il est de mon devoir, en tant que président de l'UDPS, président délégué, qui assure pour le moment la gestion courante de ces partis, de recadrer les choses. Monsieur Bruno Tshibala, Premier ministre de la République démocratique du Congo, a été élu au congrès extraordinaire de l'UDPS, président du parti. Il a été élu démocratiquement et légalement. C'est lui la personne qui a l'autorité sur le parti, mais étant donné l'incompatibilité constitutionnelle liée à ses fonctions, le Premier ministre, légitimement et légalement, il a désigné
votre serviteur comme étant le président délégué, en d'autres termes, la personne qui gère actuellement ce parti au quotidien, avec une double mission, d'abord la réconciliation, c'est-à-dire jouer au rassemblement de ce parti, et ensuite conduire ce parti aux élections. Aller aux élections, ça veut dire... Attendez. Vous êtes trop pressé. Ouais. Il n'y a pas d'aile ou de dissidence à l'UDPS. Il n'y a qu'une divergence sur des approches. Le siège de votre parti, puisque les autres siègent depuis l'IMET, qui est connu comme siège de l'UDPS. Est-ce que cette procédure n'énerve pas la mémoire d'Étienne Tshisekedi? Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, vous avez suivi que nous avons baptisé ce bâtiment qui se trouve au Petit Boulevard, 11e rue, bâtiment Tshisekedi. Que vous n'abritez pas, que vos installations, que votre parti n'abrite. Non, ne créez pas un problème là, parce que vous ne savez pas... Il faudrait une adresse à votre parti. Où êtes-vous situé actuellement? Mais le siège reste celui que le président Étienne Tshisekedi avait laissé. Évidemment, vous n'y avez pas accès? Pas du tout. Je vous ai dit que ce siège s'appelle l'immeuble Tshisekedi et reste demain l'immeuble ou le siège de l'UDPS, le siège officiel de l'UDPS. Il y a certaines personnes qui y sont. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on n'y est pas physiquement, que nous ne reconnaissons pas ce siège. C'est pas parce qu'on y siège aussi qu'on a toute la légitimité et la légalité. Donc, vous devez savoir. Ce sujet. Allez-y. Donc, il ne faudra pas que le problème de l'UDPS monopolise le débat. Voilà, il faudrait savoir que l'UDPS, qui est à organiser son congrès, est une et indivisible. Le problème de la réconciliation, c'est un problème, c'est un processus en cours qui va trouver des solutions dans les prochaines semaines. Juste revenir, s'il te plaît, Gaël, par rapport à l'UDPS, vous parlez de l'UDPS une et indivisible, alors qu'on sait que bien avant, c'est que vous refusez de qualifier comme scission. Il y a eu d'autres UDPS avant, hein, UDPS Kibasa, je crois que ça n'a froissé personne. Aujourd'hui, on parle de l'UDPS Kibasa, donc, comme demain, on peut parler UDPS, UDPS... je crois que c'est quelque chose qui a déjà existé, qu'il n'y a rien de nouveau quand même. Oui, ce sont des termes que les journalistes aiment entretenir. Non, même le ministère de l'Intérieur reconnaît l'UDPS Kibasa. Ça ne peut pas empêcher, je crois qu'il devait être là. Donc il y a une UDPS Kibasa, il y a une UDPS, on peut avoir une UDPS Tchibala, une UDPS Mauvé. Ça ne peut pas... C'est démocratique. Alors on en vient justement aux conséquences politiques de l'accord du 31 décembre. N'est-ce pas là un mort-né qui va fêter son premier anniversaire dans les prochains jours? On ne sait pas, d'une certaine opinion, on se dit rien n'a été fait, c'est le flop total, pendant que vous continuez. La vie continue en fait. Non, pour nous, l'accord de la Saint-Sylvestre a été appliqué. Il a été appliqué à la lettre. Il y a un Premier ministre qui est issu de ces accords, ou de cet accord, et il y a le CENSA, qui est l'autorité de régulation des contrôles du processus électoral. Pour nous, cet accord a été appliqué. S'il y a quelqu'un qui dit que l'accord n'a pas été appliqué, qui nous démontre les clauses qui ne l'étaient pas. J'ai eu à rencontrer régulièrement les modérateurs de cet accord. Ce sont les évêques, dont vous connaissez les noms. À chaque discussion, nous leur demandons de nous dire quelles sont les clauses qui n'ont pas été appliquées. Peut-être à ce qui concerne Peut-être à ce qui concerne la décrispation, mais sur le plan politique, exclusivement, ces accords ont été appliqués à la lettre. Déjà dans la désignation du Premier ministre, je reviens là-dessus, qui aujourd'hui, pour l'opposition, le G7 va peut-être renchérir sur la question, ne fait pas partie de l'opposition. Et ayant traversé déjà, étant passé de l'autre côté du miroir, est-ce qu'on peut encore parler d'opposition? Il serait devenu compatible à la majorité. Vous posez beaucoup de questions à la fois. Mais moi, tout le temps, j'ai essayé de cadrer vos questions parce que sinon, on ne se comprend pas. Gouvernement. Lisez la clause de l'accord qui parle de la nomination du gouvernement. Le gouvernement sera dirigé par un Premier ministre issu de l'opposition, non signateur de l'accord du 18 octobre, rassemblement, et nommé par
le président de la République conformément à un article de la Constitution. Si j'analyse séquentiellement cette disposition, le Premier ministre sera issu du rassemblement. Est-ce que celui qui est Premier ministre aujourd'hui n'est pas du rassemblement? Il est du rassemblement, il en est même le fondateur. Là, j'arrête cette affaire. Aujourd'hui donc que l'autre va Attendez, célébrer mais je vais de manière séquentielle. La nomination relève du chef de l'État, constitutionnellement parlant. Et c'est lui qui a nommé. Est-ce qu'il y a eu violation de l'accord? Non. L'accord n'a pas été violé. Donc, à moins qu'il y ait un problème de personne, de fanatisme devant un individu ou une personne, là, nous ne discutons pas. Mais l'application stricte à la lettre pour la nomination d'un Premier ministre l'a été de manière régulière et conforme à l'accord. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, même ceux, les Occidentaux, la communauté internationale, qui avaient des doutes là-dessus, a fini par comprendre qu'il n'y a pas eu d'entorse dans la nomination du Premier ministre. Je ne vois pas d'autres dispositions. S'il s'agit de la décrispation politique, le processus est en cours. Et d'ailleurs, cela l'aurait été plus rapidement s'il n'y a pas eu de posture qui énerve tous les signataires. Moi, à ce qui me concerne, l'accord a été appliqué de la manière la plus rigoureuse possible. Est-ce que cette position justement de défiance n'est pas d'ordre à énerver davantage l'opposition politique qui se dit finalement, qui comprend que le pouvoir n'est pas prêt à mettre les choses sur la table et à avancer dans la bonne direction? Pour eux, vous avez une position rigide qui ne favorise pas les concertations, qui ne favorise pas l'entente. Mais de quel côté se trouve la rigidité politique? Pas du côté du si gouvernement d'union nationale. Si déjà dans la désignation du Premier ministre, il y a eu des remous, pourquoi ne pas avoir changé, par exemple? Au point où on en est-ce que vous pensez qu'on va dans la bonne direction? Le CENSA est pour beaucoup un fantôme. Non, pour moi, on va dans la bonne direction, parce que dans un an, on aura des élections. Le train a déjà quitté la gare, il est en marche, et le terminus, c'est le 23 décembre 2018. Je ne sais pas s'il y a encore moyen de se distraire par autre chose. Nous ne sommes pas dans la distraction. Et je réponds à Madame Élisée Odia qui posait la question si on était dans l'opposition ou pas. Nous sommes un gouvernement d'union nationale qui est installé conformément à l'accord que tout le monde a signé. Donc il n'y a plus question de parler d'une opposition ou du pouvoir. Donc, nous sommes tous dans un gouvernement d'union nationale qui évolue vers les élections. Et comme j'ai dit, le train a déjà quitté la gare. Dans un an, nous aurons les élections. Sauf qu'on nous disait ça en 2016, lorsqu'on signait l'accord. Je veux quand même poser la question à madame. On nous disait ça lors de la signature, le 31, de l'accord du 31, et que dans un an, c'est-à-dire en 2017, on allait avoir les élections, mais finalement, il s'est avéré qu'on n'a pas eu les élections, on n'aura pas d'élections en 2017. Je dis, par rapport à cet accord, le grand gagnant ou la grande gagnante, c'est bien la majorité, parce que vous êtes arrivé à l'issue de cet accord à consolider le pouvoir du chef de l'État, à consolider la base de la majorité présidentielle et à avoir la mainmise sur tout ce qui est, comme j'allais dire, poste relevant de la sécurité intérieure. Donc vous avez été carrément une année après, vous avez été la majorité, je voulais dire, la grande gagnante de l'accord de la Saint-Sylvestre. Je ne pense pas que la majorité soit gagnante. Et dans cet accord, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. S'il y a un gagnant, c'est le peuple congolais. Je voudrais commencer également par vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez d'échanger sur les questions d'actualité. Ici, je dis pour l'accord, c'est le peuple congolais qui est gagnant. Et tout le monde savait, même le jour où on signait cet accord, je peux prendre Maître Kapiamba témoin et tous les signataires, ils savaient qu'au 31 décembre 2017, il n'y aurait jamais d'élection. Parce qu'il y avait des contraintes. Non. Il y a des gens qui estimaient que vous, vis-à-vis de l'opinion, on ne pouvait pas dépasser d'une seconde l'année 2017. Tout le monde savait. Fallait faire plaisir tous les signataires savaient. Tous les signataires savaient qu'au 31 décembre, il n'y aurait pas d'élection. Parce que la CENI, l'organe technique chargé d'organiser les élections, avait présenté carte sur table. Les priorités,
les problèmes, les contraintes qu'il y avait et qui faisaient qu'au 31 décembre 2017, on ne pouvait pas avoir des élections. Lorsque nous étions à la Cité de l'Union africaine, la CENI avait proposé une échéance de novembre 2018. Après débat, discussion, intervention de tous les experts, on a ramené l'échéance en avril 2018. Et quand nous nous sommes rendus à la cité, au centre interdiocésain, à la recherche de l'inclusivité, l'autre partie qui nous a rejoints au centre interdiocésain a estimé que vis-à-vis de l'opinion, on ne pouvait pas accepter de dépasser d'une seule minute l'année 2017. C'est sous cette contrainte-là que cet accord a été signé, sachant que par rapport aux contraintes, l'élection... Non, on n'a floué personne. On a essayé de comprimer. Parce que de toute façon, la CENI a bien dit, on peut comprimer le nombre de jours, mais ça augmente le coût des élections. Il y a un problème de financement. Il faut multiplier les enveloppes destinées à chaque opération. Est-ce qu'il y a eu cet argent? Où est-ce qu'on devait le mobiliser? Jusqu'à ce jour, il n'y a que le gouvernement qui mobilise des ressources pour l'organisation des élections. Il n'y a que le gouvernement qui doit le faire. Mais justement, le gouvernement fait son devoir, mais compte tenu des contraintes que le gouvernement a pour mobiliser les ressources, avec toutes les difficultés financières qu'il y a, il ne faut pas imposer un délai au-delà duquel les élections doivent être organisées. Donc le problème est que maintenant, nous avons, grâce à cet accord, nous avons un calendrier qui a été publié depuis plus d'un mois. Et nous, majorité présidentielle, nous sommes engagés à affiner nos stratégies pour nous préparer aux élections. Je sais que de l'autre côté, on n'y croit pas trop. Mais nous affinons nos stratégies parce que nous croyons aux élections. Les élections vont avoir lieu l'année prochaine, selon les calendriers fixés par la CENI. Nous nous organisons sur comment nous allons non seulement participer à ces élections, mais comment nous allons les gagner. Et parmi ces stratégies-là, il y a bien entendu la loi électorale, parce qu'avant, on parlera de ça, mais revenons un peu à la CENI, parce qu'on a vu cette CENI qui, avant, nous proposait 504 jours, réussir quand même à compresser. Donc, ça prouve que cette CENI pouvait être capable d'organiser les élections avant la fin de l'année 2018. Parce qu'elle a réussi au moins à compresser. On est passé de 504 jours à 306 jours, peut-être parce qu'il y avait des pressions. Est-ce que c'est pas la mauvaise foi du côté de la CENI, appuyée un peu par la majorité au pouvoir? Je ne suis pas porte-parole de la CENI, je suis députée nationale de la majorité présidentielle, mais je suis l'actualité comme vous, comme tout le monde. J'ai suivi. La CENI a proposé un calendrier. Il y avait 504 jours. Avec des conditions, à condition qu'un certain nombre de contraintes, on peut aller à 307 jours, à condition qu'avec toutes les contraintes, on peut aller à plus que ça. La CENI a dit qu'on pouvait aller à plus de 700 jours, ainsi de suite, à condition que les contraintes qui ont été arrêtées par elle soient rencontrées. C'est là où aujourd'hui, on se dit finalement que c'est le jeu politique. Ça veut dire vous arranger pour que le gouvernement pointe du doigt la structure technique qui est la CENI. La CENI, à son tour, vous jouez au chat à la souris. L'autre pointe le gouvernement qui n'a pas mobilisé les ressources. Vous avez parlé des ressources financières. La majorité présidentielle doit se soumettre à cet exercice qui, tous les 5 ans, doit convier les citoyens au vote. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour qu'aujourd'hui, vous consacriez carrément le glissement? On avait l'impression que ça venait un peu, on prenait ça à la légère, mais là, le glissement est consacré et ce n'est pas la population qui est gagnante, c'est la majorité. Vous avez parlé de jouer aux souris ou à la souris ou au chat. Je ne sais pas qui est la souris, qui est le chat, mais nous, comme Parlement, parce que vous avez vu que le calendrier de la CENI, avec ses contraintes, il y a des responsabilités de chaque composante. Il y a le Parlement qui a sa responsabilité. Et notre responsabilité, nous nous sommes acquittés de notre première responsabilité hier, en adoptant le projet de loi dite électorale. Le gouvernement a sa responsabilité. La CENI a la sienne. La présidence de la République a la sienne. Il y a également les partenaires du gouvernement qui ont ses responsabilités. Donc, à chaque composante... Vous avez veillé à faire un passage en force dans quelques heures, le 19 décembre, non. Avec tout ce qui est annoncé autour de cette date. Rien de fatidique, bien entendu, mais c'est quand même la date qui représente ce changement de régime. Il y a un an,
on l'attendait, ça n'a pas eu lieu, le rendez-vous a été manqué. Alors, est-ce que ce passage en force ne va pas finalement aller à l'encontre des intérêts de la population? Je ne sais pas ce que vous appelez passage en force. C'est quoi? C'est l'adoption de la loi rapide de cette loi électorale avec peut-être des conditions qui n'arrangent pas Non, je le pense bien-être que de si, tout le monde. si tout le monde croit aux élections comme la majorité présidentielle, nous devons aller vite parce que les temps jouent contre nous. Nous avons un calendrier et dans ce calendrier, nous avions des échéances. D'ailleurs, depuis le 30 novembre que nous devrions adopter les deux chambres ce projet de loi. Ça n'a pas été fait et c'était le 15 décembre que le président de la République devait le promulguer. Nous avons pris quelques jours de retard. Nous avons adopté le projet de loi hier. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Et nous disons que chaque jour de retard risque de reculer les élections. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons aller aux élections et nous voulons que chaque composante respecte ses engagements. Nous, Parlement, nous avons respecté le nôtre. Vous êtes de l'ARC, vous représentez ici le G7. Vous êtes donc complice de ce qui est décrié dans ce vote de la loi électorale, complice de ce qui s'est passé tout au long de cette année 2017, parce que le gouvernement de Bruno Tshibala est un gouvernement d'union nationale. Que revendiquez-vous aujourd'hui, alors qu'on va fêter 1 an de l'accord cadre, de l'accord du 31 décembre? Merci pour la parole que vous me donnez. Je vous remercie, vous deux, Madame Gaëlle et Élisée, de nous permettre d'expliquer. J'aimerais qu'on aborde ici, qu'on ait ici une approche pédagogique. Hein, c'est-à-dire parce qu'au-delà du plateau, au-delà des gens qui sont ici, beaucoup nous suivent. Donc j'aimerais, moi, que ça soit vraiment une approche pédagogique pour que ceux qui sont à la maison puissent comprendre de quoi il s'agissait. Je vais commencer par l'accord politique. Il faut rappeler aux gens, à nos compatriotes, quels ont été les acquis de cet accord du 31 décembre. Dans cet accord, on a obtenu qu'il fallait respecter la Constitution, il fallait s'engager à ne pas la modifier, il fallait éviter un 3e mandat pour le président actuel, il fallait de la décrispation politique, il fallait un audit et une inclusivité au niveau de la CENI, il fallait mettre fin au dédoublement des partis. Tout ça, j'ai entendu mon voisin de droite là-bas, au coin, disant que non... Monsieur Le Sequet. Monsieur Le Sequet, oui, pardon. Disant que non, cet accord a été bien appliqué et tout. Non. Il a quand même admis que la décrispation politique n'a pas été... Il y a quand même quelques problèmes de ces côtés-là. Il faut le dire clairement aujourd'hui que la décrispation politique n'a pas été... Mais au moins, respect de l'accord déjà dans la désignation du Premier ministre qui est de l'opposition. En partie. Si mon collègue pourra être un peu tolérante... Non, la décrispation politique n'a pas été atteinte, tout simplement parce que, bon, il y en a qui continuent à croupir en prison, il y en a qui sont contraints à l'exil. Cette histoire n'a pas été atteinte. L'audit de la CENI, hier... Vous faites allusion à Moïse Katumbi, qui est notamment citoyen italien. Il y a des questions comme ça qu'on devrait relever. Exactement, il n'est pas seul. On ne va pas focaliser les débats sur une personne, ce n'est pas dans mes habitudes. Et qui est poursuivi en justice. Je parle de tout le monde. Donc, ça n'a pas été fait. L'audit de la CENI hier à la plénière, il y a eu un problème. Juste le fait d'évoquer tout simplement qu'il y ait audit de la CENI, il y a un collègue qui a fait une motion demandant qu'on fasse venir le président de la CENI, tout ça. Mais ce qui est quand même un peu marrant, c'est que la réaction de nos collègues de la majorité a fait comprendre certaines choses, autre chose. Qu'on appelle un président de la CENI, mais c'est à lui de répondre, dire que je ne peux pas venir. Mais si ce sont les collègues de la majorité qui montent au créneau pour dire non, il ne peut pas venir, il y a quand même lieu de se poser des questions. Il y a quelque chose à cacher. Je n'en sais rien, moi je ne fais que des analyses. L'histoire des dédoublements de partis, ça n'a pas été atteint. Jusque-là, les partis sont dédoublés, même avant-hier, on continue même à dédoubler, même l'UDPS, il semble. Bon. Donc, vous voyez, on a déjà un problème sur le plateau sur ça. Alors, quand j'entends dire, tout le monde est conscient dans ces pays que le CNSA que nous avons là,
c'est pas un CNSA normal. C'est CNSA. Il y a des présidents, des vice-présidents qui ont été nommés, qui ont décliné. On ne doit pas arrêter la machine pour ça. Il faut qu'on avance. Il faut bien qu'on ait les élections. Je veux bien. Madame, quand on va dans un accord, c'est qu'il y a au préalable un problème. Et on recherche un consensus. Et quand on recherche un consensus, on se donne le voies et moyens pour l'obtenir. Donc on ne dit pas non, bah écoutez, sinon on n'aurait pas été à Sun City pour le pacte républicain. Je vais y arriver quand je vais aborder l'histoire de Seuil. Donc voilà, c'est-à-dire on a un CNSA moribond, excusez-moi, et que ne reconnaissent pas les autres, que nous ne reconnaissons pas. On a un Premier ministre, évidemment, je ne vais pas m'attarder sur les individus. Sincèrement, je ne perdrai pas mon temps à parler d'un Premier ministre que tout le monde comprend, dont tout le monde comprend qu'il n'a aucun réel pouvoir. Et c'est clair. Je ne vais pas entrer dans des débats des personnes, mais je prends la fonction. Cette fonction, aujourd'hui, on ne la sent pas. Donc, voilà. Alors, quand j'entends le co-débatteur dire que, voilà, non, écoutez, toutes les clauses ont été respectées, les trains ont quitté la gare. Vous savez, un train peut quitter la gare, mais il peut dérailler, vous savez. Et quand il déraille, c'est dangereux. Alors, nous sommes là en face d'un train qui va vers le fleuve. Donc, ce n'est pas un train qui suit la route normale. Pourquoi le G7 est toujours autant pessimiste alors que la majorité présidentielle est rassurée aujourd'hui qu'il y aura des élections? Non, ça veut dire que vous n'êtes pas prêts. Les autres se préparent aux échéances. Ouh là là, si vous voulez organiser les élections, si vous voulez les organiser la semaine prochaine, vous pouvez nous le dire. On est prêts, nous. Nous, on est prêts, on peut venir. Même la semaine prochaine, si vous voulez. Mais il ne faudra pas qu'on fasse croire aux gens qu'on peut organiser les élections n'importe comment. Je vais y arriver. Alors, quand j'étais... Et quand vous butez à des délais, alors qu'on vous donne des paramètres techniques, des paramètres financiers qui ne sont pas encore au point, vous ne pensez pas Madame, que vous emmenez je vais vous donner... Je voudrais, moi, par rapport à ce que j'ai entendu, sur le premier point, essayer de donner quelques réponses un peu rapidement. Après, je passerai sur la loi électorale rapidement. Alors, vous savez, quand on dit que non, l'accord a été appliqué, le train est parti, moi je sais qu'il n'y a pas... Le train, s'il a quitté la gare, en tout cas, il a déraillé. On le recherche jusqu'aujourd'hui. Vous savez, parce que moi, ce que je crains, vous savez, aujourd'hui, dans ces pays, il y a ce qu'on appelle le syndrome du gâteau. Il y a des sommités qui ont ramené les pays au niveau du gâteau. Que le gâteau devenait très petit, parce qu'il y a beaucoup d'associés, et qu'il fallait un peu en écarter certains. Vous qui n'êtes pas associés, vous êtes des aigris. Nous avons comme l'impression... Tout le monde cherche à accéder à cette part de gâteau. On n'a jamais réclamé de gâteau. Nous avons comme l'impression que quand on accède au gâteau, on a suivi les débats en face, quand on accède au gâteau, à une petite part de gâteau, et on oublie tout. Non, il faut qu'on évite ces syndromes de gâteau, parce qu'un État doit être respecté. Donc voilà. Alors, ma collègue a dit ceci, on lui a posé la question pour savoir si la majorité présidentielle était la gagnante de cette histoire d'accord politique. Oui, mais moi je dirais que c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Et de l'autre côté, vous faites dérouler au fait. Si la majorité a été gagnante, c'est que l'opposition se fait rouler. C'est un groupement politique qui se bat, qui défend ses intérêts. Moi, je dirais que c'est des bonnes guerres. Qu'on dise que la majorité présidentielle est la gagnante, oui, mais elle ne pouvait pas se battre pour perdre. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est que je récuse qu'on dise que c'est le peuple qui a gagné. Non, le peuple n'a rien gagné du tout, parce que le peuple n'a pas eu ce qu'il attendait. Le peuple attendait les élections qu'il n'a pas encore jusque-là. Donc voilà, c'est-à-dire... À chacun son peuple, apparemment. À chacun son peuple. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Nous parlons pour les sans-voix. Alors voilà. Donc tout simplement... Il faut qu'on explique les choses clairement. Quand on dit que les autres ne croient pas aux élections, qui n'y croit pas? Quand nous passons notre temps à ne réclamer que ça, et comment on peut nous dire que nous n'y croyons pas? Nous y croyons parce que nous les voulons. D'ailleurs, nous les voulions même avant. Mais bon, vous avez été témoin de toutes ces tergiversations, problèmes de financement, l'État, un gouvernement. De toute façon, ça vous arrange. Vous êtes également partie prenante au glissement, puisque vous êtes au Parlement. Madame, bon, j'essaierai de vous faire rire. Personne, je ne crois même pas la collègue aussi, même pas ma collègue, je crois que personne n'a voulu qu'il y ait glissement, personne. Mais il est prévu des mécanismes dans la Constitution, ça ne dépend pas de nous, il est prévu des mécanismes pour dire que tant qu'il n'y a pas une autre chambre, la chambre qui la continue. C'est donc valable pour le chef de l'État sur lequel vous vous acharnez. Geneviève Inagossi venait de le dire. Aujourd'hui, vous réclamez le départ du chef de l'État, c'est autant pour vous. Non, j'ai entendu les vice-premiers ministres dire ça.
Sincèrement, je vais vous dire que c'est que moi... Chaque institution quitte au moment où la nouvelle prend place. Je vais vous dire ce que moi je pense que ça c'est un faux débat. Les débats aujourd'hui, il faut aller aux élections. Il ne faut pas s'acharner sur les personnes, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc moi je pense que nous voulons des élections. Bon, les dates sont là, c'est le 23 décembre, allons-y. Mais commencez nous disons... à vous préparer, allons aux élections. Mais justement, vous n'allez pas nous dire ce que nous faisons déjà. Mais le problème, nous disons, allez aux élections, oui, mais pas n'importe comment. Alors là, j'en viens à la loi électorale. Pourquoi nous disons, hier, nous nous sommes désolidarisés, nous, de l'opposition, nous ne nous sentons pas... Politique de la chaise vide. Paye-t-elle cette politique? Non, ce n'est pas une politique de la chaise vide, parce que nous étions là jusqu'au bout. Nous avions participé aux travaux de commission, ma collègue et moi, nous étions là, la première nuit. Moi, j'ai continué même sur la séquence des conciliations quand on cherchait un consensus. Nous étions là. Nous avions essayé de faire tout pour qu'on puisse avoir. Il ne faut pas nous dire que politique des chaises vides. L'autre problème, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, on a parlé de seuil. On parle de seuil. Oui. Doit-on réduire le nombre de partis? Mais oui, c'est tout à fait normal. Mais doit-on les réduire de cette manière-là? Moi, je dis non, et je m'explique. Tout simplement pourquoi. Les gens doivent se rappeler que dans ces pays, il y a ce qu'on appelle le pacte républicain, que nous avions obtenu à Sun City. Moi qui vous parle, j'étais député à la CLPT à Lubumbashi, j'étais membre de la délégation de la CLPT qui était allée à Sun City. Ce pacte républicain, nous l'avions obtenu difficilement. Nous l'avions signé difficilement, tout simplement parce que les pays étaient totalement divisés. Et là, je le mets parfois à l'actif de l'actuel président. Moi, je préfère être objectif. Il a quand même fait quelque chose dans ce sens-là pour que ce pays puisse se remettre. OK? Mais, madame, dès lors que le pacte républicain est cassé, je pense que l'esprit républicain n'a plus lieu d'être. Voilà un éclat. Voilà pourquoi nous ne reconnaissons pas les votes alors que nous devons reconnaître les votes parce que c'est la voix de la majorité. Une fois ceux qui sont majoritaires ont voté, le vote nous concerne. Alors, donc maintenant, pourquoi nous faisons ça, tout simplement? Quand nous avions signé le pacte républicain, nous nous sommes dit, nous sommes un pays post-conflit, on a mis en place un mode de scrutin qu'on appelle proportionnel. C'est un mode de scrutin qui permet à ce qu'il y ait une large représentativité au niveau de l'Assemblée pour que certains d'entre nous n'aient plus l'idée de retourner en brousse, chercher les armes ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi. Oui, après 2 mandats, on a compris que le mode de scrutin proportionnel engendre la multiplication des partis politiques. OK, c'est un problème qui se pose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qu'il fallait faire, c'est de dire, voilà, on appelle tout le monde, on dit, voilà, maintenant, il nous faut réduire le nombre de partis. Mais voilà comment nous voulons les réduire. En touchant... Ça veut dire d'autres concertations en mettant le seuil. On a un peu marre des conciliabules entre partis politiques qui n'aboutissent pas. Attendez, en mettant le seuil. Non, c'est ça les débats que nous avions fait au niveau moi, je parle de débat au niveau du Parlement. Nous disons, bon voilà, quand vous mettez un seuil à ce niveau-là, je prends l'exemple maintenant d'une circonscription parce qu'il faut toujours y aller avec des exemples. Une circonscription de 2 sièges. Vous avez une liste A qui a 30 000, qui fait 30 000 voix. Vous avez une liste B qui fait 20 000 voix. Vous avez une liste C qui fait 5 000 voix et une liste D qui fait 2 000 voix. Il y a 2 sièges. Ce sont logiquement les 2 premières listes qui ont droit au siège. Mais on leur dit, non, attendez, qu'on se réfère à Kinshasa, que Kinshasa nous dise si vos partis ont pu atteindre le seuil. Vous comprenez? Et s'ils apprennent que, si par malheur, leurs partis n'ont pas atteint le seuil, donc les 2 là qui ont été élus dans cette circonscription, par exemple chez moi à Kasumulunda, donc automatiquement ils sont éliminés. On va fouiller maintenant dans les perdants. On voit les premiers perdants, il est de l'UDPS, ils ont atteint le seuil, on le prend. Les seconds perdants, il est du PPRD, ils ont atteint le seuil, on le prend. Est-ce qu'avec ça, vous allez nous dire que nous voulons des élections apaisées? Non. Hubert Tédika, on peut le dire, il y a un adage qui dit le vin est tiré, il faut le boire, il faut qu'on avance, la loi a été adoptée. Comment faire maintenant? Donc, Madame, vous faites avec ou pas? Est-ce que vous allez participer? Une chose est sûre, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quoi que certaines personnes fassent, il y aura élection dans ces pays. En 2018. Et nous y participerons. Mais, nous disons, vous nous préparez aux dès lors que le pacte républicain est rompu,
l'esprit républicain vole en éclats. Il faudra qu'on retienne ça. Je rappelle, est député national ARC G7, Geneviève Inagossi, députée nationale de la majorité présidentielle, Tarsis Loseke, et de l'UDPS Tchibala. On le dit clairement, il ne veut pas cette appellation, mais c'est bel et bien la réalité. L'UDPS, il représente ici l'UDPS. Elle, Bruno Tchibala, Chivit Chivadi était là pour le compte de Journalistes en danger, bien sûr, secrétaire général. Nous avions Basile Olongo, vice-ministre de l'Intérieur, mais aussi Georges Kapiamba, président de la CAGE. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. C'est un premier exercice pour ce grand oral. Et pour cette fin d'année, je pense que le temps est donné pour les quelques jours qui restent. L'opinion vous a suivi. Rendez-vous donc pour les prochaines émissions. Je remercie également le public qui a été des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Kimbembe. Je salue particulièrement votre présence. Merci d'avoir accepté de passer une partie, quelques heures ici avec nous pour ce débat. Merci à la grande équipe technique qui a été des nôtres aujourd'hui, la salle qui nous a accueillis. Merci pour le management conséquent, l'ingénieur Landry, Monsieur Isaac, toute la grande équipe qui nous a accompagnés pour ce nouveau rendez-vous. Élisée Odia, merci. Merci à vous. Je suis très heureuse d'avoir commencé cette grande aventure avec toi. C'est parti pour une autre émission pour cette fin d'année 2017, mais aussi pour l'année 2018. Les téléspectateurs pourront prendre rendez-vous désormais. Nouveau rendez-vous dans votre grille de programme. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très bientôt. Déjà, meilleurs vœux pour la nouvelle année. Bonne fête chez vous et que Dieu nous garde. Lui seul sait que deviendra la République démocratique du Congo dans les jours qui viennent. À très bientôt. Au revoir.